Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission hebdomadaire Parlons de livres. Vous aimez les livres, vous voulez découvrir de nouvelles histoires, vous êtes au bon endroit. Commencez par vous abonner. Alors, aujourd'hui, nous recevons une dame, Madame Michèle Eden, qui va donc nous parler de son livre « Un coup de tonnerre dans un ciel serein ». C'est un récit, je dirais, réel. Hein. C'est une histoire vraie, une histoire qu'elle a vécue. Elle vous l'expliquera elle-même. Alors, c'est un récit très poignant, bouleversant, captivant. Voilà, on va donc écouter Madame Michèle Eden. Bonjour Madame Michèle Eden. Bonjour Madame. Bonjour, ben écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir sur Parlons de livres. Nous avons lu ce livre et on s'est dit, oh là là, ça vaut le coup. Il faut vraiment qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce que, comme je le disais, c'est une histoire vraie. Hein? Vous allez donc nous partager votre expérience, une histoire vraie. Ben écoutez, avant donc de parler de un parcours fatal en psychiatrie, donc le sous-titre de votre livre, Madame Eden, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous présenter aux auditeurs. Oui, bien sûr. Déjà, je vous remercie de faire connaître mon livre. Donc, je m'appelle Michèle Eden, je vis en région parisienne, je suis retraitée comptable et mon mari est décédé 4 ans avant Florence dans un cancer fulgurant de 3 mois. Et Florence était notre seul enfant et c'était malheureusement le sujet du livre. Florence est décédée à 28 ans après une semaine de psychiatrie, d'hospitalisation, dans des circonstances vraiment douteuses, puisque sur l'acte de décès, il est marqué malaise. Et si je me suis battue pendant ces 13 ans, c'était pour connaître les circonstances de sa mort, parce que c'était pas logique, c'était pas normal, c'était pas un malaise à l'hôpital, c'était quand même très bizarre. Et donc ce livre, depuis longtemps, ma famille et mes amis me demandaient de le rendre public, de rendre mon combat de 13 ans public, mais je ne pouvais pas, c'était trop douloureux. Donc j'ai attendu un petit peu et récemment je me suis lancée sur ce livre. Mon seul but, c'était de le faire connaître, que les gens sachent. Écoutez, on ne peut pas rester insensible après avoir lu tout ce que vous avez écrit. Et c'est précis, il y a les dates. En fait, c'est tout un dossier. C'est vraiment un dossier que tout le dossier, hein, tout à l'appui, photo, compte rendu de justice, voilà, tout y est. C'est vraiment un dossier. Et c'est tellement bien posé sur papier, que l'on se dit, on a besoin de tous de connaître un peu cette expérience que vous avez vécue, cette malheureuse expérience que vous avez reçue. Qu'est-ce qui se passe en psychiatrie? Comment une jeune fille de 28 ans, sans antécédents médicaux, rentre en psychiatrie et puis 6 jours après, décède. Qu'est-ce qui s'est passé? On lit, parce que vous donnez tout ce qu'il y a, les procès, les comptes rendus médicaux. C'est vrai que je ne suis pas experte, vous savez, en tout ce qui est termes médicaux, tout ça, mais quand même on essaie de comprendre. On se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il y a tellement de flou, il y a tellement de contradictions, il y a tellement de dysfonctionnements. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et cette langue de bois dans le milieu médical. Parce que finalement, on a l'impression qu'ils se soutiennent. Oui, tout à fait. On a eu des murs devant moi. Même ces organismes que j'ai contactés, tous ces organismes qui sont censés vous aider, puisque je suis allée jusqu'à la Cour européenne après avoir fait 10 organismes différents, que je raconte dans le livre, dans des détails, puisque dès le départ, j'ai rempli des cahiers et des cahiers, ce qui m'a permis de faire le livre, en mettant à chaque fois que j'avais quelqu'un au téléphone, le nom, la date, ce qu'on s'est dit, etc. Et ça m'a permis, et tous ces organismes qui sont censés vous aider, en fin de compte, se sont défilés à la fin.
parce qu'on ne doit pas parler de ce qui se passe justement en psychiatrie. Et donc tout le monde m'a laissé après, au début était assez positif et après m'a laissé avec mon désespoir en fait. Oui, on le sent parce qu'au début vous les citez toutes ces structures de l'État, CRCI, HAS, CIVI, le CEDH, tout comme vous dites, vous êtes allé jusqu'à la Cour européenne. C'est bien ça, voilà, vers la fin, vous les citez tous. Au début, beaucoup font preuve de bonne volonté, on a l'impression qu'ils compatissent, oui, on veut vous aider, tout ça. Et puis après, non. On ne sait pas ce qui se passe derrière. D'ailleurs, j'ai retenu le médecin un peu trouble, je ne me souviens pas de son nom, qui vous dit, je suis désolé, il y a une phrase il vous a dit à la fin, j'ai dû la noter, je ne me souviens plus, du genre, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire autrement. Après un conseil de médecin ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est jeune. Pourquoi ces cachotteries? Voilà, donc on ne peut pas compter sur la justice, quoi. Non. Et on voit aussi dans mon livre à quel point j'ai été insultée par aussi bien ces organismes que la justice. J'étais quand même pas l'assassin et j'étais la partie qui était sensible, qui était et pourtant ils se conduisent mal avec moi. Comment la juge me traite et tout. C'est incroyable. À lire, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. À lire, comme vous dites, il y a des juges qui vraiment sont tout puissants, hein. Tout puissant. Alors, on a un problème aussi. Alors, je sais, moi, je connais en France maintenant. Avant, j'étais tellement démunie. Parce que quand je suis arrivée, quand c'est arrivé, moi, j'étais démunie. Je connaissais pas la psychiatrie, je connaissais pas la justice, je connaissais pas les tribunaux. Je me suis un peu aidée d'Internet, en fin de compte, c'est tout. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai aussi mis, je vais pas dire des conseils, mais comment dans tous ces organismes, si on a besoin d'un avocat ou pas, si c'est payant, etc., pour un peu aider les gens. Parce que je suis sûre qu'il n'y a pas que moi que c'est arrivé. Je suis sûre que ça arrive, je dirais pas tous les jours, mais ça arrive fréquemment. Ça arrive assez souvent. Oui, ça arrive. D'ailleurs, regardez, je vais lire un petit passage, vous donner des chiffres. Oui. C'est vraiment énorme les chiffres que l'on donne de décès en psychiatrie. Oui. Mais quand on voit comment les docteurs devant le tribunal, les docteurs se sont conduits, je veux dire, ils savent. On a l'impression, comme j'ai écrit, mais est-ce qu'ils ont le droit d'avoir le titre de docteur, comment ils se conduisent, on ne va pas la voir. En 6 jours, elle a eu 6 docteurs qui l'ont vue pour arriver à un décès en psychiatrie. 6 docteurs en 6 jours. Et on se rend compte qu'il n'y a aucun suivi. Les docteurs se relaient, mais il y en a qui ne lisent même pas les dossiers. Parce qu'à les écouter devant la cour, non, il n'était pas au courant, il n'avait pas le temps, il était arrivé, les infirmières lui ont dit. Mais enfin, on vous transmet un dossier, vous êtes le docteur, vous arrivez, vous ne lisez pas le dossier. Mais c'est aberrant. On a l'impression de... Écoutez, heureusement que c'est vous-même qui en faites le témoignage, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est tellement incroyable qu'un médecin dise qu'il n'a pas pu aller noter son compte rendu parce qu'il y avait quelqu'un dans le bureau. Il ne voulait pas déranger sa collègue dans le bureau. Du coup, il n'a pas fait son compte rendu. Il est parti. Et au téléphone, le lendemain, il appelle pour prescrire un traitement sans avoir lu le dossier. Par téléphone. Et c'est comme ça qu'elle a eu 8 psychotropes en 6 jours. C'est de ça qu'elle est morte. Parce que elle ne pouvait plus respirer sous tous ces médicaments très forts et tout. Mais vous savez... Donc chacun était dans une dose normale, mais les 8 en 6 jours, ça l'a tué. Ça craint. Alors, je vous m'excusez de l'interrompre. J'ai retrouvé la page, en page 112. Vous dites, le 5 mai 2016, le journal Le Monde faisait apparaître un article sur les erreurs médicales à l'hôpital qui précisait:
Sur 15 millions d'hospitalisations en 2013, le nombre de décès liés aux erreurs médicales pourrait avoisiner les 50 000. C'était en 2013. En 2018, le président de l'association d'aide aux victimes d'accidents, vous donnez le nom du docteur justement, estimait à 450 000 le nombre d'erreurs médicales par an. Par an. Et dont 50 000 sont indemnisés. 50 000 seulement sont indemnisés. Parce que là-dessus, effectivement, vous perdez un enfant, les frais d'avocat, tout ce qu'il y a derrière, mais attendez, la somme de la CHAM, la SHAM, le montant attribué, mais c'est ridicule. Et même les frais d'enterrement, ils ont trouvé que c'était trop somptueux. À 4 000 €, ils voulaient rembourser que 2 000 €. J'ai la lettre, j'ai un courrier. Je l'ai écrit parce que j'ai un courrier. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune pudeur, rien n'existe. Bon, alors, rien. Madame Eben, pouvez-vous expliquer dès le début aux auditeurs exactement ce qui s'est passé le jour où vous avez laissé votre fille à l'hôpital? Dans quelles conditions? Qui vous a conseillé de l'interner? Suite à quoi? Expliquez un petit peu aux auditeurs, afin qu'ils comprennent le contexte. C'est son médecin traitant, parce que d'un seul coup, du jour au lendemain, elle est devenue très volubile, très, très joyeuse. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Donc, c'est pas du tout, c'était une fille très, très discrète, pas du tout comme ça. Et donc, le médecin traitant a dit, on va la mettre dans une clinique tout près dans les Yvelines pour qu'il la mette en cure de sommeil, enfin qu'elle se calme, qu'elle soit tranquille. Et là, elle est restée 3 nuits et il s'est passé quelque chose. Elle a été éjectée, tant qu'on me le dise, de cette clinique dans un hôpital psychiatrique du Val d'Oise. Donc là, déjà, il s'est passé quelque chose. Et donc là, elle est restée les 6 jours. Et là, j'avais interdiction de la voir. Donc la dernière fois que je l'ai vue à la clinique, c'était au bout des 2 jours, 3 nuits, 2 jours, 3 nuits. Et après, toute la semaine, j'avais interdiction de la voir. Et on me disait, Florence va bien, vous inquiétez pas. J'avais le droit de téléphoner 2 fois par jour et tout allait bien. Et quand je lis le dossier médical, j'écris dans le livre, mais c'est affolant comment son état se détériorait. Comment son état se détériorait. Et je vais vous dire aussi que la pire chose qui me reste en tête depuis toujours, c'est peut-être un peu ridicule, mais elle est morte, les infirmières se sont aperçues qu'elle était morte à l'hôpital quand l'urine est passée sous la porte. C'est même encore aujourd'hui, je veux dire, c'est ahurissant. Incroyable. Je veux préciser donc aux auditeurs, Florence est donc la fille de Madame Eben. Elle avait 28 ans. Une fille normale, la joie de vivre, parce qu'on a les témoignages de toutes ses amies dans le livre. On a les témoignages de sa vie, une fille qui avait un esprit ouvert, elle a voyagé, elle a travaillé en Angleterre, elle est rentrée à Paris, tout se passait bien dans son travail, 28 ans. Et puis un beau jour, le comportement change. Du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain. Bon là, la maman soupçonne un petit peu, elle a un peu trop fait la fête avec les copains, elle a peut-être fumé quelque chose qui la rend un peu erratique, voilà, comportement. Du coup, elle passait des nuits blanches, elle ne dormait pas. Et c'est cette fatigue qui faisait en sorte qu'on avait l'impression qu'elle rentrait dans une dépression. Voilà, c'est ça. Et bon, sachant qu'elle avait perdu son papa 4 ans plus tôt, tout ça, bref, il y a plein d'événements. Plus un autre membre de la famille à moi avant. Et puis, voilà. Exact. Et puis, le médecin traitant conseille de l'interner. Voilà. Pour qu'elle se repose un petit peu. Voilà, dans cette clinique, pour qu'elle se repose un petit peu. Et puis, elle va rester 6 jours dans cette clinique. Et sachant que le jour où elle rentre, le lendemain, elle est mise en isolement. Et c'est bizarre, on dit qu'elle a agressé une autre, on dit qu'elle a cassé la porte. Après non, mais pourquoi tous ces mensonges? Et après, quand je cherche, quand je tire les fils, quand je vais voir les personnes, c'est pas vrai.
c'est pas vrai. C'est ça. Et pourquoi tu peux... Oui, parce que c'est contradictoire. D'autres donnent des raisons, les infirmières disent, d'autres disent pourquoi. Pourquoi tous ces mensonges? Et les violences qu'elle a subies, puisque vous donnez les certificats médicaux, les experts. Quelle est cette personne qui, vous dites, ça fait combien d'années? Ça va faire 20 ans, 18 ans, ça fait combien d'années? Oui, c'était en 2004. Oui. C'est ça. Quelle est cette personne? Parce que après avoir lu le livre, je me suis assise, j'ai réfléchi. En disant, vous savez, il y a des personnes, en fait, les crimes sont impunis. Oui, oui. Parce qu'on peut tout dire. Si elle a effectivement été agressée sexuellement dans cet hôpital psychiatrique, parce Oui. qu'on en entend parler, hein, mais c'est que la personne n'a jamais été punie. Puisqu'au tribunal, ils ont dit non, qu'ils ne retenaient plus ça parce que le délai était... Ouais, ils nous ont fait un chantage, un peu la justice. Les tribunaux nous ont fait un chantage un peu. C'est-à-dire que si ils ont rejeté le dossier de l'agression sexuelle, si on continuait en faisant un appel sur l'agression sexuelle, ils laissaient tomber les fautes des docteurs. Sauf que les docteurs, on a réfléchi parce que les docteurs arrivaient près de la retraite. Et si ça aurait duré encore 4-5 ans avant de passer au tribunal. Donc il fallait faire un choix entre les deux. Ils étaient mis en examen, mais ils ne seraient pas passés au tribunal avant 5 ans, ils étaient en retraite. Donc on était cernés, quoi. La justice nous a... Oh là là. La juge s'est composée de moi d'une façon, je raconte, dans son bureau et tout, abominable. Non, les tout-puissants. Il y a des juges comme ça, comme vous dites, ils se prennent pour des tout-puissants. Voilà. Une attitude. Il a fallu, tout a été très très long, les dossiers médicaux, les photos, pour avoir les photos de l'autopsie, mais ça a été un parcours du combattant. Oui. Parce qu'on voyait entre autres qu'elle avait plein de bleus, c'est ce qu'écrivent les infirmières sur le dossier médical. Elle est couverte de bleu en arrivant. En arrivant de la clinique, elle est couverte de bleu, c'est écrit noir sur blanc sur le dossier médical. Et en plus, il y a les photos de l'autopsie. On voit que quand elle est décédée, tous ces gens qui se déplacent jusqu'au procureur et tout, parce que la gendarmerie, le procureur, enfin, l'identification criminelle, tous ces gens qui sont appelés à chaque fois quand ils voient son corps. Et donc, ces fameuses photos, j'ai mis un temps fou pour les avoir et j'ai eu une photocopie noir et blanc, alors que dans le dossier, l'avocat m'a dit elles sont en couleur. Mais parce que, entre autres, elle avait un bleu de 10 cm de diamètre, c'est l'autopsie qui nous dit, qui a crevé le muscle sur la fesse, qui a crevé le muscle, qui a été fait par une bague dans un hôpital, parce qu'il y a plein de gens qui attestent quand elle est arrivée, quand elle est sortie de chez moi ou de chez elle, elle avait un corps normal. Oh là là. Étouffé. Oh là là. Déjà, on a vu aussi que la justice n'aimait pas trop les histoires dans les hôpitaux, condamner les docteurs, etc. Ça, c'est déjà... À un moment, vous le dites, effectivement, que la justice française, j'ai dû noter quelque part, qu'on ne condamne pas les médecins des hôpitaux publics, c'est ça? Et c'était la première fois en France où 2 psychiatres étaient condamnés, ils ont été condamnés une première fois. C'est ça. Et c'était jamais arrivé en France. Parce que, ou alors, il y a des psychiatres qui ont été condamnés, mais c'est quand ils étaient alcooliques, quand ils avaient officiellement violé. Là, ils pouvaient, que le viol était reconnu, ils étaient condamnés. Mais pour des fautes professionnelles graves, jamais un psychiatre n'avait été condamné en France. C'est ça. Vous dites en chapitre, il y a un chapitre cassation. Vous dites en France, on ne condamne pas des médecins salariés des hôpitaux publics. Voilà, en plus il y a une loi. C'est l'hôpital qui est responsable. Oui. Ah oui, parce que c'est l'hôpital qui est responsable, pas... Voilà. Pas le docteur. Alors que la même faute dans une clinique privée, ils peuvent être condamnés en justice. Mais quand ils sont salariés d'un hôpital public, on ne doit pas les condamner en France. Vous savez. C'est fou. C'est fou.
Je me suis dit, vous avez le courage, mais quel combat vous avez mené. Vraiment, quel combat. Et je crois que votre fille, de là où elle est, franchement, elle est fière de sa maman. À lire Oui, tout ce bah, que j'ai vous avez cru. fait, oh là là, vous n'avez pas laissé tomber pendant toutes ces années. Et c'est tellement long, ces procédures judiciaires, administratives, c'est tellement long, mais vous n'avez pas baissé les bras. Vous n'avez pas baissé les bras. Oui. Je me suis dit, mais vous savez, le crime, la personne qui a effectivement commis ce crime de l'agresser sexuellement dans cette chambre où on l'a mise en isolement avec tous les hématomes, voilà, comme vous dites, cette espèce d'hématome de combien de centimètres, faite par une bague de diamètre, faite par une bague sur, voilà, c'est une de ses parties, je dirais, intimes. Eh bien, le crime impuni, c'est que, et je suis sûre que la personne elle n'était pas la seule victime de cette personne, que la personne avait l'habitude. Vous voyez, c'est des gens protégés. Oui, tout à fait. Et puis, c'est quand même, je dirais, une lacune, mais bon, qu'on décide au tribunal de poursuivre tel fait, tel crime, et pas l'autre. Qu'on laisse aux victimes de choisir de poursuivre tel crime et pas l'autre, là quand même, il y a des choses à revoir là hein, quand même. Hein. Oui. Oui, il y a des injustices flagrantes. Ouais. Pour un même délit, que certains soient condamnés, d'autres pas, c'est parce qu'ils sont protégés par le fait d'être médecin d'un salarié d'un hôpital public. Et c'est une loi qui date de la Révolution française. C'est une loi très très ancienne, qui est toujours en activité. Voilà. Donc, enfin, mon but maintenant, c'est que le maximum de gens le sachent. Oui. C'est ça. En tout cas, il est à lire. Il est à lire ce livre, mesdames et messieurs. C'est pas une fiction, c'est une histoire vraie, un vrai témoignage. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont vécu ou vivent ce qu'a vécu Madame Michel Eden. Lisez ce livre parce qu'en plus, elle donne pas de conseils, mais elle donne en fait tout ce par quoi elle est passée. Les organismes, les structures, voilà, vers lesquels il faut aller. Et puis, ça aide. Ça aide. Non seulement en la lisant, vous verrez que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. Elle est passée par là. Dieu merci. On se demande, mais comment tenir? Comment vous avez fait pour tenir? C'est vrai, on le lit, hein, vous avez été bien entouré, vos familles, vos amis. Très entouré. Voilà, très entouré. Ça aussi, ça aide. Ça aide. Ça aide. Mais écoutez, c'est révoltant. On lit ça, c'est vraiment révoltant. Comment tout est fait. Une justice, on s'est dit, il faut compter sur la justice ou pas. On reste pessimiste. Hein. Oui, on pose des questions. Face à ça, on se pose des questions. On se pose des questions. Que des personnes viennent à la cour donner des versions contradictoires et puis qu'on dise rien. On laisse faire. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais le temps passe, on renvoie. Revenez l'année prochaine, revenez si ça. Et bon, la victime est là, faut tout avaler. Faut tout avaler. On espère que l'usure des chances. L'usure. On a l'impression que c'est vraiment une politique de l'usure. C'est ça. Moi, j'ai toujours été une battante. Dans mon fond, une battante, moi. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Mais bon, ça n'empêche que c'est douloureux. Des médecins qui, d'autres n'ont même pas de diplôme français, mais quand même qui exercent dans des hôpitaux publics. Ça aussi, vous en parlez. De plus en plus, en plus. Depuis 20 ans, ça a augmenté terriblement le pourcentage de médecins. À qui profite le crime? À qui profite le crime, on se demande. On se demande. Il y a aussi qu'on les paye moins. Aussi, on les paye moins. Bon, je donne les salaires. Main de sous-payés, donc ils encouragent ça, effectivement. Des médecins, voilà, sans diplôme français qui viennent. Non, c'est tout un scandale, quoi. C'est tout un scandale qui perdure, qui perdure.
À un moment, vous expliquez que en 1992, sous le régime, le gouvernement Mitterrand, il y a eu un changement au niveau des spécialisations. C'est ça, au niveau des spécialisations des infirmières en psychiatrie. Expliquez-nous un petit peu. C'est-à-dire que leur statut a été modifié. Elles avaient un diplôme, elles devaient avoir un diplôme d'infirmière sur tant d'années. Et ça, c'était modifié. Elles pouvaient après travailler en psychiatrie sans avoir ces qualifications. Ça a été modifié. C'est comme le docteur qui a pas ses diplômes français. Tout est... C'est vrai que sans être exigeant, vous savez, mais quand même, il y va de la santé des personnes. Oui. C'est pas un magasin où on va vendre des articles, c'est quand même la santé des personnes. On devait être plus rigoureux. Pardon. Excusez-moi. En France, en ce moment, on a un gros problème avec la santé. Depuis quelques années, il y a une baisse du niveau de la santé, des soins, etc. Beaucoup. Oui, il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'affaire de Florence. Beaucoup. Écoutez, vous êtes battus, vraiment, vous êtes battus. Vous avez fait ce que vous avez pu. Les deux médecins maintenant sont sortis, ça y est, ils ne sont plus incarcérés. Ils sont à la retraite. Beaucoup auraient dû effectivement y passer. Les deux ont payé, c'est vrai, mais beaucoup étaient incriminés. Et aussi, c'est le Conseil de l'ordre des médecins. Ça, c'est encore autre chose, je raconte, parce que j'ai fait un chapitre sur le Conseil de l'ordre. Ça aussi, c'est à lire pour connaître cette façon de faire. Non, mais une façon de faire, comment on a l'impression qu'ils protègent. Ils ne veulent pas se mouiller, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... voilà, c'est... Oh là là. Mais vraiment, c'est dur. Et je suis certaine que beaucoup traversent ce que vous avez traversé. Oui, aussi en psychiatrie ou dans un autre service, à l'hôpital, dans les hôpitaux. Je suis sûre qu'il y a des gros problèmes. Les agressions sexuelles dans les hôpitaux, c'est reconnu. Ça existe, mais on met une chape de plomb dessus. À mon avis, c'est même cette agression qui l'a en fait, si vous voulez, qui l'a mené au tombeau, si je peux dire. Parce que sans antécédents médicaux, elle est rentrée, voilà. Comme on dit, il y avait peut-être besoin d'une petite cure, tout ça, voilà, un moment, mais elle arrive, le lendemain, on la met en isolement. Pourquoi? Et à un moment, votre amie, il y a une de vos amies qui témoigne, justement, elle fait son témoignage, c'est elle qui vous a accompagné, parce que vous dites, la voiture du SAMU roulait devant vous, vous la voyez, elle allait bien, elle vous faisait des signes de temps en temps, donc elle disait qu'elle pense que l'agression ne s'est pas passée dans l'ambulance. Non. C'est ce qu'elle dit. Mais nous, j'ai vu Florence jusqu'au dernier soir où elle était à la clinique, le dernier soir, et on s'est parlé normalement. Elle regardait la télé à la clinique, avant l'hôpital. Et on s'est parlé normalement. Et justement, en fermant la porte, les derniers mots, si je puis dire, qu'elle m'a dit, c'est « Maman, je t'aime ». Et je lui ai dit, mais moi aussi, je t'aime. Et c'est vraiment les derniers mots qu'on s'est... Puisqu'après, elle était transférée à l'hôpital et j'avais plus le droit de la voir. Et quand elle est décédée, c'est incroyable aussi que moi, j'avais le droit de téléphoner 2 fois par jour. J'appelle et l'infirmière me dit, rappelez dans 1 heure, alors que ma fille était déjà morte. Maintenant, je le sais. Et quand j'ai appelé 1 heure après, on me dit, Madame Eden, votre fille est décédée, ne restez pas seule, et on raccroche. Ce sont les seules paroles qu'on me dit. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pourquoi
c'est des mensonges. Pourquoi les infirmières vous appellent? Oh, elle va bien, elle va bien. Mais en fait, ils ne devraient pas le faire. Même pour rassurer un parent, franchement. Mais Je ne non, sais pas si parce ça fait que partie de leur déontologie, même pour rassurer un parent. Le parent appelle, on n'a pas à dire au téléphone, elle va bien, ne vous inquiétez pas, elle rentrera bientôt à la maison. voilà, exactement. Sachant qu'ils ne l'ont même pas vu. On parle anglais avec le docteur. On parle un jour, ah oui, elle a parlé anglais avec le docteur. Oh là là. Donc, vous avez vu, elle parlait 5 langues. Hein. C'était une fille très. Ah Elle oui. travaillait à la Banque de France à Londres. Enfin, et là, on me dit, ah oui, elle a parlé anglais avec le docteur. C'est pas vrai, c'est pas possible quand on voit son téléphone. Elle parlait anglais avec le docteur et le lendemain, on dit qu'elle était somnambule et qu'elle était si, elle déambulait. Mais c'est incroyable. On a l'impression de... Vraiment un scénario digne d'un film. Digne d'un film parce qu'au moins, on s'assied dans un canapé, on regarde un film, c'est tellement aberrant qu'on sort de là, on se dit heureusement, ce n'était qu'un film. Mais là, quand même, c'est quelque chose de réel. Tous ces mensonges, toutes ces contradictions. Oui. On a du mal à y croire. On a du mal à y croire. On a du mal à y croire. Elle a subi un dopage. On l'a abreuvé. Je suis sûre c'est ce qu'ils font aux malades en psychiatrie. Hein, on les abreuve de médicaments. Pour qu'ils dorment. Pour qu'ils dorment, c'est tout. Et puis un médecin vient. Bon, on ne veut pas généraliser, hein, mesdames et messieurs, c'est pas pour généraliser, mais reconnaissons quand même que il y a des moments, il y a de, on ne sait pas, de l'incompétence, de la mauvaise volonté, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Oui, je ne sais pas. Négligence, incompétence, mauvaise volonté, ou dépassés par les événements, parce qu'il y a un avocat qui dit voilà, ils n'ont pas assez de moyens, on ne leur donne pas les moyens, ils sont dépassés par les... Mais enfin, ils sont dépassés par les événements. Vous venez voir un malade, vous ne consultez pas son dossier et vous prescrivez des médicaments. La justice a nommé quand même 4 experts qui ont fait plus de 170 pages, accablant, tous accablant, les uns plus les uns que les autres, qui disaient mais il ne fallait pas la garder, il fallait la transporter tout de suite dans un hôpital de médecine générale, puisqu'elle avait pris trop de... Il lui avait donné trop de médicaments. Tous. Et la justice n'a pas tenu compte non plus des experts. Alors c'est eux qui les ont nommés, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai aucun expert. C'était suffisant, les rapports. Ah là là. À un moment, vous parlez du foulage de la page de son journal. Alors je ne sais pas bien ce qui s'est passé là. Oh là là. Que de zones d'ombre, que de zones d'ombre dans son départ. Tout ce qui lui est arrivé. Oh là là. Écoutez, je suis une mère. Je vous regarde, je dis... Quand on a un enfant unique en plus, de toute façon, qu'on ait 10, qu'on ait 1, vous savez, chaque enfant est spécial. Chaque enfant est spécial. Donc, c'est... Les noms des antidépresseurs, je ne sais même pas comment les appeler. 8, vous vous rendez compte, en 6 jours. 8 en 6 jours. Et ils n'ont pas pu être donnés avant. Les experts ont bien dit que ça avait été... ils n'ont pas pu être donnés avant qu'elle soit hospitalisée. Parce qu'il y a la durée de vie qui est plus ou moins longue. Comme les fausses routes, elle avait fait des fausses routes. Donc, dès le départ, le médicament ne marchait pas. Oui, c'est quoi, je lisais, je me demandais, c'est quoi ce phénomène de fausse route? Comment ça se manifeste? Les fausses routes, vous parlez de fausses routes qu'elle aurait... Avaler, elle ne peut plus avaler. C'est pour ça que si vous avez remarqué, il avouait comme à manger, il lui forçait, elle recrachait, manger, elle ne pouvait plus ni avaler ni boire, enfin, ni manger ni boire. Ah, parce qu'elle avait un problème de déglutition. Il bloque la déglutition. La déglutition. Wow. Les psychotropes.
Donc, elle pouvait plus, elle recrache. L'infirmière dit, dès le deuxième jour, elle recrache l'eau qu'on lui donne. Ça passait pas. Elle avait maigri de 5 kilos en une semaine. D'après l'autopsie, j'ai vu le poids. Vous savez, ce qui m'a vraiment choqué, ce qui me choque encore plus, c'est qu'on vous interdisait de voir votre fille. Imaginez votre fille internée pendant une semaine, pendant 6 jours. Et on vous dit non, vous ne pouvez pas la voir. Moi j'ai cru, moi j'ai fait confiance. Vous ne pouvez pas la voir pendant... J'ai fait confiance au docteur. Et maintenant j'écris dans mon livre, ne faites pas confiance, Défoncez les portes s'il le faut. Mais allez voir votre famille, allez voir qui que ce soit. Oui, chercher un avocat, trouver un avocat pour sortir. Oui. Je me disais, oh là là, mais écoutez, je mettais à votre place les coups de fil, les infirmières qui rassurent, le mensonge, les docteurs qui arrivent, qui ne la voient même pas, qui prescrivent des médicaments, elle est toute seule en isolement, tout ça. Et vous téléphonez, non, vous ne pouvez pas la voir. Ah! Écoutez, je dis, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas la voir. L'infirmière, elle écrit sur le dossier médical, elle tend les bras. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'était à moi qu'elle tendait les bras, c'est moi qui aurais dû être là-bas. Et ils m'ont interdit. Je me suis dit, au bout de 2 jours, si franchement vous l'auriez vu, vous l'aurez sorti de là. Ça, c'est sûr. Une mère sait quand même quand l'enfant. À qui pouvait-elle parler? Elle subissait des agressions sexuelles. À qui pouvait-elle parler? Et je suis même sûre que dans cet hôpital où, je ne sais pas, beaucoup savaient, langue de bois, beaucoup savaient qui agressait les malades. Vous n'allez pas me dire que c'est un autre malade qui agressait puisqu'elle était en isolement. Qui pouvait l'agresser en isolement, qui avait accès à sa chambre. Et vous, ça fait 19 ans, ce crime est resté impuni. Et le criminel court ou est parti, est décédé lui aussi, a couru, tranquille. Ah, la justice. Oui. La justice, hein. Vous savez, je crois la seule justice à laquelle nous avons intérêt à croire, c'est la justice divine. Oui, je me dis, de toute façon, je me dis toujours, moi je regarde ce monde, je dis, vous savez, la justice, vraiment, hein, c'est comme la démocratie, vous savez, tout est utopie. Tout est utopie. Oui. Franchement, c'est pas pour décourager les hommes, mais reconnaissons quand même que la justice, comme vous le dites, hein, on passe à une justice de pouvoir, d'argent. Voilà. Quand on a de l'argent, oui, on peut espérer, et voilà, et on se prend le meilleur avocat de la place. Michel, après une expérience comme celle-là, les personnes vous regardent, il y a forcément des personnes qui vivent, qui ont vécu et qui vivent ce que vous avez vécu vous. Que voulez-vous leur dire? Que souhaitez-vous leur dire? Moi, je vais dire qu'il faut se battre, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera. Moi, je dis, d'avoir fait condamner les deux, en première instance, les deux psychiatres, j'ai entrouvert une porte. Mais d'autres derrière, il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils ouvrent entièrement les portes pour qu'on arrive à faire condamner ces gens. Comme tous ces organismes et tout, il faut continuer à les harceler. Ça leur faisait pas plaisir que je téléphonais des fois, je dis 20 fois, je donne toutes les dates où j'ai téléphoné et tout. Mais il faut se battre. Parce que si on laisse tomber, c'est pas comme ça qu'on avance. Donc, il faut avancer et il faut continuer. Le Conseil de l'ordre, c'est pareil, qui s'est conduit d'une façon abject, où tout raconte comment s'est passé le procès au Conseil de l'ordre. Et donc, il faut déposer plainte au Conseil de l'ordre. J'ai appris un exemple tout bête. J'envoyais des lettres au Conseil de l'ordre en leur disant voilà ce qui s'est passé et tout. Et puis ils ne me répondaient pas. Et j'ai appris par hasard, pour qu'ils me répondent, il fallait que je mette la phrase je dépose plainte. Si j'écrivais pas je dépose plainte à la lettre du Conseil de l'ordre, et bien ils ne bougeaient pas. Et là, ils ont bougé, ils étaient obligés. Donc ils m'ont convoqué, enfin ils ont été au tribunal du Conseil de l'ordre, les docteurs. Et ça a remonté. Je ne savais pas qu'il fallait mettre cette phrase. Moi, je leur racontais ce qui s'est passé, ils bougeaient.
voyez, donc, Waouh. il Il faut donc, savoir. c'est pour ça qu'il faut continuer, il faut se battre, il n'y a que ça. C'est ça. Une vie, c'est Effectivement. un peu ça, vous savez, c'est se battre tout le temps, Hum, hum, hum. malheureusement. Oh là là. Donc, En plus, il y a les noms, vous donnez les noms de toutes ces structures de l'État. Donc voilà, important hein, pour les personnes qui traversent ce genre de problème, c'est à savoir le CEDE, Cour européenne des droits de l'homme. Tout y est. ah oui. Oui. Tout y est. Hein. Le plus important, c'est la commission des indemnités des accidents de l'État, ça, la CRPI, des choses comme ça, parce qu'ils peuvent indemniser. Bon, moi j'ai refusé parce que c'était insignifiant. Moi j'ai refusé ce qui m'est proposé. Mais pour des petits problèmes dans les hôpitaux, parce qu'il y a des gens qui sont. On va pas, heureusement, tout le monde ne va pas jusqu'à la mort. Mais il y a quand même des fautes dans les hôpitaux qui handicapent certaines personnes et tout. Donc ils peuvent aller à la CRCI, je donne l'adresse, je donne sans avocat, c'est gratuit, enfin, etc. Et pour avoir quand même une indemnisation conséquente. Voilà, oui, enfin, oui. Vous parlez du CIVI. Qu'est-ce que c'est le CIVI? La CIVI, oui, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aussi. Donc là, ça se passe au tribunal. Moi, c'était au tribunal de Versailles. Et là, ça a été terrible. Là. Ils m'ont dit que, enfin, ils ont écrit même que j'avais pas à leur demander quoi que ce soit, que je gagnais bien ma vie. Enfin, vous voyez, ils sont rentrés dans mes feuilles d'impôt. Aucune compassion. On voit vraiment ces organismes, certains. Aucune rien. Aucune compassion. Oh là là. Il y a le HAS. Eux, c'est... Autorité de santé. Oui. Eux, c'est plus pour les médecins. Vous alliez aux réunions, là, pour... Oui, j'ai voulu que tout le monde sache. Jusqu'au député qui est soi-disant spécialiste de la psychiatrie que j'ai écrit, qui n'a jamais répondu, enfin... Ils n'ont jamais répondu. Les élus, hein, pareil, je vois effectivement, vous écrivez aux élus, tout ça. Alors, j'ai trouvé ça, écoutez, le ministre de la Santé. Vous écrivez au ministère de la Santé au sujet de l'hôpital en question et de son oubli de déclarer un décès suspect. Voilà, ouais, c'est obligatoire. Et le ministère vous répond, c'était sans doute une erreur d'archivage. Oui. Le ministère répond à la place de l'hôpital. Le ministère répond en place et lieu de l'hôpital. J'ai la lettre, oui. Donc c'est vraiment c'est complet. Les organismes, vous avez bien mis, c'est les organismes censés vous aider. Il y a tout. Oui. Là, il y a l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Oui, là, j'ai déclaré, c'est moi qui l'ai déclaré. L'hôpital n'a pas déclaré les médicaments, les 8 psychotropes. C'est moi qui les ai déclarés en disant attention, il ne faut pas qu'un médecin donne 8 psychotropes en même temps. Ils m'ont remercié, eux, ils m'ont remercié. Vous vous êtes adressé au ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, l'Assemblée nationale, la Haute Autorité de Santé à Saint-Denis. Saint-Denis, bon, ça fait partie de votre zone, je crois. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté à Paris, le défenseur des droits à Paris, la commission départementale des soins psychiatriques. Quel travail vous avez fait. Oh là là. Oh là là. C'est vraiment à peine incroyable. C'est incroyable. Après toutes ces années, Madame Eben, avec recul, est-ce que vous vous dites, il y a quelque chose que vous auriez dû faire ou pas faire? Bah, je me dis, j'aurais dû faire encore plus, peut-être. Mais je sais pas. Je sais pas. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je sais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais dû sortir ma fille. Ça, j'aurais dû. Surtout, ne les laissez pas. Si vous voyez que quelque chose, je le dis dans mon livre, si vous voyez quelque chose d'anormal qui vous semble bizarre, qu'on vous empêche de les voir, ce n'est pas le traitement. On vous dit c'est le traitement, vous faites confiance, ce n'est pas le traitement.
On vous cache quelque chose. Ça, oui, ça, c'est mon regret, forcément. Je me dis, je l'aurais peut-être sauvé. Je l'aurais sûrement sauvé. Mais Bien sûr. je ne sais pas si vous le savez aussi comme moi, parce que je me pose la question, est-ce normal de d'interdire à un parent de rendre visite à son enfant à l'hôpital enfin, sur, Alors, c'est je pas comprends pas. normal, mais c'est courant. C'est courant. Je me suis renseignée forcément depuis et tout. J'ai même fait sortir quelqu'un qui avait son oncle qui était dans le même hôpital. Pareil, on lui interdisait de le voir, je l'ai fait sortir de force. Je lui dis, mais sortez-le, regardez, ma fille est morte, sortez-le. Il l'a sorti. Il l'a sorti. On m'a dit, avec mes recherches, c'est courant de dire ça à la famille. Comme ça, ils ne sont pas embêtés par les familles. Tout va bien, on dit tous les jours tout va bien et on empêche. Mais on peut exiger de le voir. On peut exiger de le voir. On ne peut pas nous interdire. Oui. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose, si c'était à refaire, si vous l'auriez su à l'époque, voilà. Donc, message aux parents, voilà, tous les parents, voilà, amis, que ce soit votre époux, votre enfant, votre oncle, votre tante, l'enfant d'une amie, on vous interdit de voir la personne internée, vous pouvez exiger de voir la personne. Absolument. Mais parce que je me dis, mais c'est à ce moment que la personne a d'ailleurs le plus besoin de voir des personnes en qui il croit, des personnes en qui elle croit. C'est à ce moment, pourquoi isoler la personne? Mais dans le cas de Florence, c'était isolé pour mieux faire ce qu'ils ont fait. Enfin, la personne... Et moi, je fais confiance. Je dis, c'est là, j'ai fait confiance. Vous faites en principe, vous faites confiance à un médecin, à un hôpital, sinon on n'y va pas. Vous faites confiance. Et j'ai eu tort. C'est clair. Et vous avez su qui avait réellement donné l'ordre de ne pas autoriser vos visites? Non, parce que ça se fait couramment. Il faisait pour tout le monde. Ça se fait couramment dans cet hôpital et sûrement dans d'autres, parce que j'ai eu d'autres échos. C'est classique. Oh là là. Que dire? À part que c'est un récit, comme je l'ai dit, un récit choquant, ce qui est arrivé à Florence, poignant. Le récit est complexe parce que vous avez réussi à réunir toute la documentation. Tout le dossier est là, complet. Ce par quoi elle est passée, toutes les prescriptions données, les noms des médecins, tout est là. Vous voulez vous voulez tout découvrir, tout y est. Les noms des médecins, les noms des organismes, les noms des médicaments, les noms des tribunaux, des juges. Voilà, le dossier est là, complet. Tout y est. C'est un compte rendu complexe et complet. Vous avez tout là-dedans. Savoir par quoi est passée Madame Michel Eben en perdant sa fille Florence, 28 ans. Une fille pleine de vie, qui travaillait. Elle parlait 5 langues. Elle rentre dans un hôpital pour, je ne dirais pas routine, pour essayer de trouver un petit moment de repos, pour se reprendre un petit peu, pensant même pas une semaine, 6 jours. 6 jours, elle décède. Contradiction dans les versions des médecins, des infirmières. Les infirmières qui jouent le jeu, je ne sais pas si ça se fait réellement et si c'est normal de le faire. Moi, je crois que c'est pas normal de rassurer les parents en mentant. C'est du mensonge de dire à un parent que tout va bien, sachant que ça ne va pas bien. Tout à fait. Si franchement les hôpitaux le font, moi je crois que en tant que personne, parent, moi je crois qu'il ne faut pas le faire. À la limite, ne dites rien. Pourquoi mentir et dire que tout va bien? Vous êtes renseigné que tous les hôpitaux le font, le disent? Oui, c'est classique. Ils le disent pour rassurer les parents. Ne pas voir le malade, surtout en psychiatrie, ne pas voir le malade et
et dire que tout va bien. Il faut rassurer la famille, disent les infirmières devant le juge d'instruction. Il fallait rassurer la famille dans les auditions. C'est ce que les infirmières ont dit. On nous a dit qu'il fallait rassurer la famille. Et ça fait partie de toute cette zone d'ombre autour de Florence, ça fait partie aussi. Son compte rendu d'hospitalisation, voilà une autre aberration. Le compte rendu d'hospitalisation, elle est décédée le 12 mars. Le compte rendu d'hospitalisation, le 14 mars, je crois, 14 mars, eh bien, le compte rendu d'hospitalisation a été rédigé le 22 mars. Une semaine après son décès. Oui. Donc on se pose des questions sur tout. Tous les documents qui sortaient de l'hôpital, qu'est-ce que c'était? Et les contradictions, de tout. Il y a une centaine de personnes qui ont été interrogées par ces services recherche de Versailles qui a fait l'enquête, qui a été nommé par le juge d'instruction et a fait l'enquête. Et la moitié des infirmières disent oui, elle allait pas bien, on a vu les bleus. L'autre moitié, oh non, on n'a jamais vu de bleu, elle n'avait pas de bleu. Enfin, il y a tellement de contradictions et tout. Vous faites la liste de ce qu'elle a mangé en une semaine. Oui, exactement aussi. Oui, ça passait plus, les fausses routes. C'est un symptôme des neuroleptiques, ça, la fausse route. Tous les psychiatres sont censés, c'est ce qu'ont dit les experts, tous les psychiatres sont censés connaître ça. C'est le symptôme à surveiller, justement. Mais comme ils ne lisaient pas les dossiers médicaux des infirmières, ils ne pouvaient pas savoir qu'elles faisaient des fausses routes. C'est ça. Oh là là. Ben écoutez, vraiment un poignant témoignage. Vraiment un poignant témoignage. C'est vraiment à lire. Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors, d'où vous est venue l'idée du titre, Madame Eben? Au début, je voulais l'appeler « Il n'y a pas de mots ». Parce que quand vous perdez vos parents, vous êtes orphelin, quand vous perdez votre époux, votre conjoint, vous êtes veuve. Quand vous perdez un enfant en France, il n'y a pas de mots en français pour expliquer ça. Et puis après, c'est une phrase aussi, un coup de tonnerre dans le ciel serein, c'est une phrase aussi qui est employée en psychiatrie. Un expert l'a mis dans son rapport, donc ça correspond assez bien à ce qui s'est passé. Parce que Florence, elle avait une vie sereine, si on peut dire, et d'un seul coup, le coup de tonnerre a été fatal. Oui, cette métaphore, effectivement, s'applique, comme vous dites. Elle avait une vie normale, et puis en peu de temps, tout se dégrade jusqu'au coup fatal. Oui. Rapidement. Et dans la même idée, en lisant effectivement le récit, tout ce que font les infirmières là, à vous rassurer, ne vous inquiétez pas, vous téléphonez 2 fois, 3 fois dans la journée, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ce jour, ce fameux 14 mars, pareil, vous avez appelé, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être la veille, une vous dit, vous en faites pas, elle suit son traitement, elle sera bientôt à la maison, tout ira bien. La veille, hein, c'était la veille, tout ira bien. Le jour en question, le 14 mars, téléphonez, vous vouliez parler, je ne sais pas, au médecin, écoutez, rappelez dans 1 heure, tout va bien. Et puis vous rappelez 1 heure après, coup de tonnerre. Et elle m'a rappelé, c'est moi qui ai rappelé 1 heure après. Alors que Florence était peut-être, on ne sait pas très bien, peut-être déjà morte. On ne m'avait pas appelé. C'est ça. Quand vous pensez que tout va bien, l'infirmière vous rassure, ça va. Et puis, coup de tonnerre. Hein? Ah là là. Oui. Moi, j'ai dit dans le livre un détail, mais moi j'étais au travail, je travaillais, je vois mes collègues, j'ai téléphoné à l'hôpital, tout va bien, Florence va bientôt rentrer à la maison, tout le monde la connaissait et tout. Et vous vous rendez compte, 3 jours après, elle n'est plus là. Écoutez, Madame Eben, vraiment déjà, je ne dirais même pas courage, parce que le courage, vous l'avez depuis 19 ans. On voit comment vous êtes battu. C'est vrai, la justice a été à moitié faite, mais ça, c'est
Voilà. Oui, oui. Il y a eu des avancées. Oui. Oui. Vous vous êtes battu, vous continuez de vivre. Dieu merci, vous êtes bien entouré. Ça se voit. Votre frère qui est aussi là. Voilà. Il est là toujours. Toute cette communauté, comme vous disiez, lors des procès, tout le monde s'embarquait dans le car. Oui, on partait en car au tribunal. Oui, c'est un beau message également, un beau message de solidarité, d'amour, d'amitié, d'amour, de solidarité, pour dire effectivement en des moments difficiles comme ceux-là, c'est très important d'être entouré. Très, très, très important d'être entouré. Parce que sinon, comment on fait? Ou donner de la tête si on n'a personne? Non. Je pense qu'on ne peut pas. Si on n'est pas entouré, je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas survivre. Et ces amis, hein, on ne va pas oublier de rendre effectivement, de faire un salut à ces amis qui sont toujours auprès de vous. Hein? Et puis merci pour leurs témoignages qui nous font mieux connaître Florence. Oui. D'émouvants témoignages. Oui, d'émouvants témoignages. Écoutez, c'est un livre vraiment pertinent. Un livre pertinent. Le genre de livre qui se garde parce que il implique beaucoup de choses. Le genre de livre qui implique le deuil d'une maman, des erreurs, des négligences médicales en milieu psychiatrique, les abus sexuels, physiques, il y a de tout aussi en milieu psychiatrique. On lit aussi beaucoup d'articles, des abus en milieu psychiatrique. Les défaillances du système judiciaire également. Ça m'a un petit peu fait penser aux problèmes que rencontrent les mamans quand les enfants sont abusés. Ah oui. Oui. Les défaillances au niveau judiciaire qu'il y a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment remédier à ça? On ne sait pas. À un moment même, vous écrivez, vous entrez en salle de tribunal, vous voyez les juges, et derrière eux, c'est écrit, je ne sais pas quoi, qui fait la loi. Enfin, c'était écrit quelque chose, je ne sais plus. Le tribunal, oui, je ne sais pas en tête. Oui, voilà, au tribunal. Je ne sais pas, quelque chose sur la loi, qui fait la loi. Mais moi, je me suis posé la question, mais cette loi, c'est l'homme qui l'a fait. C'est l'homme qui fait la loi, c'est pas une loi divine, c'est l'homme qui l'a fait. C'est la raison pour laquelle ils font ce qu'ils veulent. Certains, on dit bien certains dans les tribunaux là, les juges, pas tous, mais on sait bien. C'est la raison pour laquelle ils font ce qu'ils veulent. Il y a des juges qui sont tout puissants. Parce que c'est eux qui font cette loi. Donc on retrouve, ce livre parle, voilà. Ce livre renvoie et donne de nombreux messages. Vraiment de nombreux messages. On sort de là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit? Gardons espoir. Gardons espoir. Pour garder espoir, qu'est-ce qu'il y a? Il faut continuer de dénoncer. Et c'est ce qu'a fait Madame Eden toutes ces années. Elle allait dans des tribunaux, elle allait dans des organismes, elle se sentait malvenue, mais elle disait ce qu'elle avait à dire. Et c'était important ça. C'était important. Comme vous dites à des endroits, mais comment vous traitez? Juste parce qu'ils voulaient vous muter. Voilà. Fallait rien dire, fallait pas se plaindre, fallait pas ça. Faut pas en parler. Faut pas en parler. Faut pas en parler. Mais c'est ça. Voici le livre Un coup de tonnerre dans un ciel serein de Madame Michel Eden. Voilà. Voilà Madame Eden. Merci. On arrive au bout, mais je vous laisse la parole. On peut le trouver, excusez-moi, on peut le trouver dans toutes les librairies de New York, sur commande.
ce oui. livre. Ah ben super, super alors. Et Et aux éditions Sileps, et ils m'ont dit dans toutes les librairies sur commande, dans toutes les librairies de New York, on peut le trouver. ah oui, c'est super, c'est bon à savoir. Chez Amazon et à la Fnac aussi. D'accord. Donc on le trouve à Amazon en ligne. Voilà, à la Fnac, ouais, dans toutes les librairies de New York, sur commande. Sur commande aussi en France. Oui, en France aussi, bien sûr. Dans les librairies, pareil, sur commande. Voilà, c'est un dossier bien fait. Il est impeccablement écrit, très bien écrit. Voilà, très bien argumenté. Et puis très bien documenté. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment à lire. Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Voilà, Madame Eden, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je vous remercie beaucoup. Merci. Écoutez, c'est nous qui vous remercions. J'espère que ça aidera d'autres personnes. Oui, ça c'est certain. C'est certain. C'est vraiment fait pour. C'est fait pour. Parce que vous donnez tous les faits tels que. C'est, comme je dis, il est impeccablement, il est vraiment bien écrit. Bien écrit. Un dossier bien documenté, bien argumenté. Voilà. Tout à l'appui. Preuve à l'appui. Voilà. Un grand merci à vous, beaucoup. Madame Eden. Merci. Merci à vous. Merci. À vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter ce témoignage très poignant d'une maman, Madame Eden, qui a perdu sa fille Laurence en 2004, internée dans un hôpital psychiatrique pour des petits problèmes, on ne sait pas, dépression, tout ça. Et bien, arrivée à l'hôpital, sa situation s'est détériorée, mais très rapidement. Elle est décédée en 1 semaine, en 6 jours. Le problème, c'est qu'il existe beaucoup d'éléments confus, troubles derrière son décès. Beaucoup de non-dits, beaucoup de négligence. Et ce viol qu'elle aurait subi, qui n'a même pas été condamné, on ne sait pas qui l'a fait. C'est vraiment révoltant. Lisez ce livre, vraiment, lisez-le. Je suis sûre que beaucoup de personnes traversent des moments comme cela, ce genre de problèmes. Regardez, je suis même troublée, hein, et ce livre, effectivement, peut vous aider à comprendre certaines choses, comment fonctionne le système, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, tout ça. Il est vraiment, c'est un livre très très utile. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, soutenez-nous, subscribe, share,